Ah oui, et comme j'en ai marre d'être Normalman, j'ai créé mes propres t-shirts. Je dessine tous les visuels et c'est en édition limitée. Cette marque, encore une fois, c'est pas juste une marque par-ci par-là. Le but, c'est vraiment de débarquer dans le monde de la maroquinerie et d'essayer de casser les codes parce que c'est vraiment le but. Oui, vous l'avez remarqué comme moi, depuis plusieurs années, les marques de créateurs de contenu ont tout simplement pullulé à une vitesse assez folle. Make-up, skate, pizza, mais surtout vêtements ou encore bijoux. Aujourd'hui, on va essayer de passer en revue cette nouvelle tendance et d'en voir les bénéfices, mais aussi les risques. A noter qu'on ne se penchera pas par exemple sur les livres d'influenceurs. C'est un phénomène qui se rapproche énormément des produits dérivés, mais selon moi, il reste le plus souvent dans une logique de dialogue entre le créateur et son audience, et c'est donc surtout le support qui va changer. On va alors vraiment se concentrer sur les marques qui proposent vraiment des produits différents de ce qui est fait d'habitude sur la chaîne YouTube. De même, on parlera pas des capsules ou de collaborations avec d'autres marques, genre Jennifer X Lena Situation ou Sephora et Marion Caméléon, parce que même si certains points concordent, ça reste une grande marque implantée qui est derrière. Et je sais que les plus malins d'entre vous s'attendent déjà à une vidéo où je vous énumère des marques d'influenceurs pour ensuite vous dire alors c'est la relation parasociale qui pousse les gens à acheter les produits des influenceurs, abonnez-vous, pouce bleu. Mais si, effectivement, je vous encourage fortement à vous abonner et à mettre un pouce bleu, vous verrez que ça ne sera pas vraiment ma conclusion. Bon, d'abord, les marques de youtubeurs, c'est pas tout nouveau non plus pour être honnête. Il y a presque 10 ans, Cyprien lançait déjà sa boutique en ligne Narmol avec ses designs qu'il faisait lui-même. Je me souviens aussi des t-shirts du collectif 10 minutes à perdre par exemple. Depuis, la mode vestimentaire est restée le domaine de prédilection des marques d'influenceurs, comme bien sûr Yoko de Squeezie, Unicorn à la base de vodka, Space Fox d'Amixem ou même Le Règlement, Bruno Maltor, Micode, Cyrus ou encore Lena plus récemment. Mais entre-temps, on a aussi vu d'autres types de produits, avec le make-up comme Sananas ou Gaël Garcia Diaz dont on reparlera, les restaurants, Kibra TV, la lingerie, les bijoux, les NFT ou encore les pizzas. Ils sont désormais tellement nombreux que tenter d'en faire une liste exhaustive paraît un exercice au mieux périlleux, au pire totalement vain. Surtout que, s'il s'agissait d'abord de projets portés par des grands youtubeurs installés, désormais même des influenceurs plus modestes s'y essayent. L'élargissement de la typologie des produits proposés montre aussi le véritable développement de ce marché. Qui aurait imaginé pouvoir acheter une pizza à l'effigie de Mr V dans le supermarché du coin? De même, on observe un éloignement de la personnalité du youtubeur pour la plupart des marques. S'il en reste à l'origine, et souvent le principal moteur, et on y reviendra, l'époque des t-shirts avec la frascule du youtubeur et sa tête en 4x3 dans le dos est terminée. Cela s'explique notamment par le changement d'ampleur des créateurs de contenu ces dernières années. Ils ont pris en crédibilité, ont pu mettre beaucoup d'argent de côté permettant d'auto-financer leurs projets, et surtout, le développement des placements de produits ont plus que jamais permis aux youtubeurs de s'affirmer en tant que prescripteurs de consommation au service des marques. Du côté du public, le mouvement de consommation initié par les créateurs de contenu est devenu une habitude pour certains. Si l'immense majorité pense être imperméable en apparence aux appels à consommer des influenceurs, une minorité cède à la tentation et a l'habitude d'utiliser un code promo ou de suivre les conseils d'un vidéaste au moment d'acheter des produits. D'autant plus que la multiplication des marques de youtubeurs va aussi de pair avec sa banalisation. Les gens sont de moins en moins méfiants à leur égard, et un utilisateur qui a consommé une fois chez un youtubeur est plus prompt à consommer, y compris chez un autre. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui pousse vraiment un youtubeur à lancer sa propre marque? La réponse évidente et facile serait l'argent. Et si c'est un facteur important à prendre en compte, selon moi, il faut faire attention à ne pas s'y limiter. Déjà pour la simple et bonne raison qu'un gros placement de produit sera toujours beaucoup plus rémunérateur, encore plus en temps travaillé, qu'un projet aussi important et risqué de lancer sa propre entreprise vendant des produits. Lancer sa marque pour un youtubeur est au contraire parfois une manière de s'éloigner des placements de produits classiques. Ils sont certes devenus légion sur la plateforme, mais ils ne sont pas pour autant toujours réalisés avec gaieté de cœur. Faire la publicité d'une autre entreprise dont on ne tirera que peu de bénéfices de la réussite permet d'amasser rapidement de l'argent, comme je l'ai dit, mais questionnable sur le long terme. D'ailleurs, il y a une étude super intéressante vers laquelle je vous renvoie. Normalement, elle s'affiche là en transparence. N'hésitez pas à taper le nom dans Google pour la trouver. C'est sur l'importance du fit, donc de la cohérence on va dire, et de la pertinence entre une marque et un influenceur lors des placements de produits. Et donc c'est une étude qui montre qu'en effet, il est important pour une marque et un influenceur de collaborer dans quelque chose de pertinent. Ça peut paraître évident, mais cette étude le met vraiment en évidence et le met vraiment en avant.
et le fait de créer sa propre marque, ça permet de pallier complètement ce problème. Et si le placement de produit le plus rentable n'était pas celui pour sa propre marque? C'est ce qu'avait rapidement compris aux États-Unis un créateur comme Logan Paul, qui harcelait ses fans durant ses vidéos à propos de sa marque de prêt-à-porter. De même, certains youtubeurs présentent leur marque de la même manière qu'un petit placement de produit. Je pense à Greg Guillotin qui en parle en début ou en fin de vidéo comme d'un sponsor classique en somme. Surtout que le développement d'une marque va offrir la possibilité de créer une source de revenus et un business parallèle à YouTube potentiellement, même si je pense que c'est surtout une idée reçue plus stable. Si on ne cesse de rappeler le caractère éphémère de la célébrité, encore plus sur internet, les marques installées apparaissent comme des structures quasiment immuables et particulièrement pérennes pour les créateurs. La création d'une marque permet aussi, et c'est ce qui est souvent souligné dans les vidéos de création, un moyen pour le youtubeur de se sortir de son quotidien de faiseur de vidéos professionnels. On a vu ici à quel point ce quotidien pouvait être aliénant, entraîner solitude, dépression et burn-out à cause de la tyrannie des chiffres et la nécessité d'être constamment sur le qui-vive. Le fait de monter une structure plus ambitieuse entraîne un travail de groupe quasi obligatoire et aussi la possibilité d'exprimer différemment sa créativité. Ça peut être basiquement par le design des vêtements ou des produits, mais même plus largement avec l'univers de la marque. Avec Martin Cosmetics, Gaël Garcia Diaz n'a pas seulement fait un pied de nez au monde du make-up et des youtubeuses beauté, mais a aussi pu travailler un univers bien distinct de sa chaîne YouTube, mais non moins créatif. Pour certains, c'est aussi un moyen de réaffirmer leur fibre entrepreneuriale. Les choses évoluent très vite, encore plus avec l'arrivée des influenceurs TikTok, qui permettent au grand public de relativiser à la hausse le travail fourni par les youtubeurs. Mais la profession n'en reste pas moins mal vue, et The Doll Beauty expliquait par exemple en interview régulièrement mentir sur son vrai métier pour éviter les remarques de ce genre. Créer sa marque, c'est aussi la possibilité de s'offrir une casquette supplémentaire, bien mieux admise par la société, celle d'entrepreneur, voire même de chef d'entreprise. C'est s'acheter une respectabilité auprès du reste de la société, cultiver un imaginaire du monde du travail déjà préétabli. En allant même plus loin, on peut le considérer comme une preuve de réussite dans le milieu de YouTube. Être capable de générer une attention assez importante de la part des gens pour faire tenir sur pied une marque entière vendant des produits de grande consommation, c'est montrer une certaine assise dans ce milieu. Également, comment parler des marques de créateurs de contenu sans mentionner le lien particulier qu'elles vont permettre de tisser avec l'audience. L'acte d'achat est une preuve énorme de confiance et d'appartenance. La frontière peut paraître ténue, mais elle est en réalité immense entre une personne qui regarde votre vidéo car elle apprécie plus ou moins votre contenu et une personne assez engagée pour aller chercher sa carte bleue et vous soutenir financièrement. Je trouve qu'un des meilleurs exemples de ce phénomène a lieu autour du règlement. Depuis plusieurs années, il répète régulièrement les termes de MIF, famille pour parler des gens qui le suivent. Tout cet imaginaire autour d'une communauté soudée, autour de valeurs communes, se retrouve chez ceux qui ont acheté du merchandising, qu'ils repartagent d'ailleurs souvent en story. Ces derniers n'hésitent pas à les porter en concert ou lors de divers événements à très haut ras, permettant une identification à un même groupe d'appartenance. C'est aussi la vision que défendait Bruno Maltor au moment de sortir sa marque Périple, qu'il souhaite avant tout comme un ralliement entre des passionnés de voyage français partageant ses valeurs. Dans ce moment-là, la relation parasociale aux youtubeurs a évidemment une place centrale. Et ne nous y trompons pas, les créateurs eux-mêmes l'ont bien compris. Quand ce n'est pas placé en fin de vidéo ou accompagné d'un sketch comme pour Cyprien ou le Rire Jaune, la création d'une marque est souvent l'objet d'une vidéo facecam de plus de 10 minutes très épurée, non sans rappeler le fameux dispositif de vidéo à cœur ouvert, désormais bien populaire entre les vidéos d'excuses, de burn-out ou de retour après absence ou drama. À cela, le youtubeur va ajouter l'ingrédient du projet de rêve, qui va enfin voir le jour, en mettant l'accent sur la dimension personnelle et inspirante d'un tel projet dans la carrière, mais avant tout dans la vie du créateur. Aujourd'hui, je lance ma propre marque de cosmétiques parce que c'était clairement l'un de mes rêves, mais c'est aussi pour vous remercier. Pourquoi ne pas réaliser ce rêve d'ado de devenir créatrice 15 ans plus tard en créant ma propre marque de bijoux? Du coup, j'ai choisi de réaliser mon rêve de petite fille. Ce dispositif va forcément activer tous les liens parasociaux au préalablement établis avec la communauté. Ce lien va être un facteur primordial dans l'acte d'achat, mais pas forcément pour la raison pour laquelle on le croit. J'ai questionné des dizaines de personnes ayant acheté des produits de youtubeurs, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si c'est aussi votre cas en commentaire, dont certains d'entre vous qui regardez probablement cette vidéo sur Instagram et sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà consommé la marque d'un youtubeur ou acheté un produit d'un youtubeur, est-ce que vous en avez pensé? Personnellement, je crois qu'un des seuls, c'est probablement la pizza de MrV. Justement, j'avais acheté les deux pizzas. En vrai, c'est intéressant de voir un peu quelles sont les marques qui ressortent le plus et aussi vos avis sur le sujet. Oui,
produit, le soutien au youtubeur et l'adhésion à sa personnalité et ses valeurs sont un facteur déterminant au passage à la caisse. Mais souvent, c'est aussi le design et la démarche ou encore la qualité des produits qui va jouer un grand rôle. En effet, depuis plusieurs années, les consommateurs sont en quête de sens dans leurs achats. D'après le 14e baromètre de la consommation responsable, 74% des Français aimeraient avoir plus d'informations sur l'impact environnemental et sociétal des produits qu'ils achètent. 64% pensent que les entreprises ne jouent pas la carte de la transparence à propos des conditions de fabrication de leurs produits. Les youtubeurs vont s'engouffrer dans cette brèche, alors que dans le même temps, seuls 30% des Français ont confiance dans les entreprises sur la consommation responsable. Les vidéos de présentation, point névralgique du lancement des marques d'influenceurs, vont le plus souvent être parsemées de coulisses ou d'explications sur la traçabilité des produits, la nécessité de faire payer plus cher pour avoir du Made in France ou au moins du Made in Europe, et même parfois présenter les usines et les employés de ces usines qui vont directement produire les t-shirts par exemple. Vodka compare deux modèles différents de t-shirts dans sa vidéo sur Unicorn, un low cost et l'autre le modèle final. Natou montre même le processus de fabrication de ces bijoux joyaux magiques, ou même Lena qui insiste sur les produits fabriqués en France et en Europe et son refus de travailler avec des usines ne produisant pas des produits de grande taille. Cette transparence, ou du moins son apparence, entre parfaitement en adéquation avec les attentes des consommateurs, encore plus des jeunes consommateurs qui, on le sait, sont assez sensibles aux questions environnementales et écologiques, et qui souhaitent donc mieux comprendre la provenance de leurs produits, mais aussi la destination de leur argent. Chaque marque rêverait de pouvoir exposer longuement, de manière personnelle, son processus de fabrication. Mais c'est tout bonnement impossible, car personne du grand public n'est intéressé par 15 minutes d'explication sur la manière dont les vêtements de telle ou telle marque sont faits, avec une logique plus ou moins éco-responsable. D'ailleurs, même si c'était le cas, la plupart n'y croiraient simplement pas. Également, la possibilité de feedback et la confiance est forcément plus importante. On sait qu'un créateur de contenu se doit d'être attentif à l'image qu'il renvoie sur internet, ce qui se dit à son propos et sur ses productions. Ainsi, on a plus facilement accès au feedback des autres consommateurs et on imagine pouvoir donner le sien plus facilement. Toutes ces raisons, associées à la volonté de soutenir un créateur qu'on en apprécie, et aussi parfois au fait que l'on apprécie les produits proposés, font que certaines marques rencontrent un grand succès. Le lancement des marques de youtubeurs est souvent une réussite, entraînant un crash du site de commande, voire même une rupture des stocks. Il en sera probablement de même avec l'hôtel Mafouf de Lina, dont le pop-up risque d'être bien rempli les premiers jours à Paris. Et je la trouve intéressante, l'annonce de Lena Situation, là, de l'hôtel Mafouf. Bon, déjà, on voit que, contrairement à ce qui est plutôt en vogue en ce moment, c'est une marque qui a l'air assez personnalisée. L'hôtel Mafouf, bon, porte directement son nom. L'hôtel Mafouf, c'était aussi, il me semble, le surnom qu'elle donnait à des vlogs et à un type de vidéo, et même à son appartement chez elle où elle accueillait tous ses amis, et elle disait il y a quelque chose quand même d'assez personnalisé. Après, de ce que j'ai cru voir et de ce que j'ai compris, sur les designs, on ne sera pas du tout sur du plus égale plus comme elle avait pu faire avec Jennifer ou ce genre de choses, et qui pourra être porté par les gens sans que des personnes extérieures à la communauté de Lena Situation comprennent qu'il s'agit d'un vêtement de Lena Situation. Ça, c'est très important pour une marque. C'est pas forcément très bien vu de porter la marque d'un youtubeur en dehors de sa communauté. C'est-à-dire au sein de sa communauté, ça peut être bien vu parce que voilà, vous appréciez déjà le youtubeur si vous êtes au courant que ce sont ses vêtements. Et donc avoir des produits qui sont pas forcément ultra identifiables et en tout cas qui sont pas possibles d'être reliés directement au youtubeur, c'est pas mal. Et c'est ce qu'a l'air de mettre en place Lena Situation. Et donc elle semble plutôt se situer entre un Martin Cosmetics et un Yoko de Squeezie. Donc je vais être très attentif et je pense que ça va être intéressant d'être attentif au succès ou non de son lancement de sa boutique, notamment comme j'ai dit sur le long terme. Les lancements créent une effervescence et un effet de domino, poussant à la consommation. Mais il serait erroné de juger une entreprise de youtubeurs à la réussite de son lancement. À ce compte, beaucoup auraient sûrement considéré que Yoko était un échec, vu les retours dans un premier temps assez négatifs sur les prix. D'ailleurs, il est assez intéressant de relever que depuis, l'immense majorité des youtubeurs semble s'aligner sur la marque de Squeezie en proposant une offre plutôt premium, sans forcément atteindre ses niveaux de prix. Bref, si vous souhaitez constater la réussite ou l'échec d'une marque, selon moi, il faut le faire sur la durée. En préparant cette vidéo, j'ai fouillé pour répertorier un maximum de marques de créateurs de contenu et j'ai remarqué que nombre d'entre elles étaient devenues inactives ou avaient purement et simplement disparu. Narmol de Cyprien n'existe plus, même le site est offline, de même pour Moon de Jimmy Felcon, ou encore Faux Rich de Micode, qui ressemblait moins à une marque long terme à la base, mais il y a aussi Unlock de Romy, la marque de lingerie de Safia, ou encore les deux marques de prêt-à-porter de The Doll Beauty. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les deux vidéos de Marwa, qui sont non seulement assez représentatives à la fois des marques des youtubeurs, mais aussi de leur évolution, avec un premier lancement très centré autour de sa personne, ou encore de ses expressions fétiches, avec des t-shirts qui ressemblent plus à du merchandising qu'autre chose. Puis une seconde marque,
beaucoup plus haut de gamme et moins personnifiée. D'ailleurs, il est intéressant de relever qu'au moment du lancement de sa seconde marque de vêtements, elle continuait à réutiliser cet imaginaire du rêve enfin accompli de créer sa propre marque, alors que théoriquement elle l'avait déjà fait. Enfin, il y a aussi les t-shirts Pun du Rire Jaune ou encore les maillots de bain Peachy Swim de Chloé B qui ne sont plus à la vente actuellement. Mais je dois en oublier plein d'autres, n'hésitez pas si vous vous souvenez de vieilles marques de youtubeurs qui avaient été lancées et qui n'existent plus aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et là-dessus, j'aimerais insister parce qu'il y a vraiment un piège selon moi dans les marques des youtubeurs, et le piège, il n'a pas lieu forcément du côté du consommateur. Ça l'est parfois avec, on l'a vu, il me semble que Litan Kotaz avait été accusé d'avoir plagié ou repompé des créations artistiques, ou Chloé B qui avait été accusée de faire du dropshipping d'AliExpress, mais le piège il est aussi du côté du youtubeur pour sa réputation. En effet, lancer une marque et s'associer à une marque de manière encore plus approfondie qu'un placement de produit, puisque voilà, en être à l'origine, c'est aussi s'exposer aux critiques de la marque. Je pense dernièrement à Candy-san de Tev ici Japon, qui a reçu pas mal de critiques pour avoir fait un concours de fan art qui n'était pas rémunéré, mais aussi parce qu'il ne donnait pas forcément toutes les bonnes indications pour les produits qui viennent du Japon, sachant que le Japon a des normes différentes en termes d'alimentation par rapport à la France. De même, je pense par exemple au Règlement, qui a sorti sa collection de NFT, même s'il n'a pas envie d'appeler ça des NFT, qui a sorti sa collection de cartes à collectionner virtuelles, et qui a beaucoup fait parler, et qui a beaucoup déçu, et qui a déçu beaucoup de gens, notamment parce que voilà, c'est des NFT, c'est quelque chose d'assez controversé encore aujourd'hui, et donc pour le coup, il y a eu une sorte un peu d'incohérence entre ce qu'il renvoyait sur sa chaîne YouTube et sa création de NFT, du point de vue de certaines personnes, et donc ça a peut-être aussi poussé des gens, peut-être, à se détacher un peu de son contenu, de sa chaîne. Bon, ça vient d'être lancé, donc on pourra le dire que sur le long terme, et ce, malgré toutes les explications et toute la transparence, que ce soit du côté de Tev ici Japon ou du règlement qu'ils ont mis en place. Donc on voit bien que le modèle est en réalité assez précaire et repose principalement sur de très grands lancements, avec une difficulté à se maintenir dans la durée et surtout à se renouveler. Les marques sont souvent pensées comme de gros projets, aussitôt oubliés une fois le lancement terminé, comme une vidéo. Mais c'est bien son implantation sur le long terme qui va pourtant permettre aux vidéastes d'être bénéficiaires. On peut aussi se demander dans quelle mesure la prochaine étape n'est pas la matérialisation de ce projet. On l'a vu avec les concept stores ou encore la Unicorn House, les youtubeurs vont devoir réussir à s'introduire de plus en plus dans la vie physique des gens, afin d'éviter ce besoin d'événementialiser chaque collection. Pour conclure, les marques de youtubeurs sont pour moi un aspect extrêmement intéressant à analyser et sur lequel se pencher. Elles mettent en lumière la majorité des grands mécanismes qui sont à l'œuvre et constituent aujourd'hui les rouages du monde de la création vidéo. Les questions économiques, la place des placements de produits, la relation trans-parasociale, le besoin de sortir de l'aliénation du quotidien et du burn-out, la nécessité de reconnaissance, cette volonté qui pourrait même faire presque penser à une acquisition verticale, avec la volonté de racheter ce qui habituellement finance les vidéos en devenant ses propres financeurs. Pour conclure, ce que je trouve intéressant avec les marques de youtubeurs, c'est que pour moi, elles mettent en évidence tout le système en fait des influenceurs et des youtubeurs, et notamment le fait que c'est un système qui repose sur la consommation avant tout. Alors, c'est le principe de plein de systèmes, même artistiques, etc., qui reposent sur la consommation. C'est vrai qu'on peut se demander comment ce système qui était censé être tout nouveau, qui était censé être révolutionnaire, ne reprend pas en fait exactement les mêmes codes, les mêmes intérêts, les mêmes objectifs que tous les systèmes qui ont déjà existé, plus ou moins liés à la célébrité, avec comme objectif final de faire passer le consommateur, et en l'occurrence le viewer devenu consommateur, à la caisse à un moment ou un autre. Et donc effectivement, du point de vue des youtubeurs, c'est nous le produit. On commence seulement à voir les fruits de certaines marques, notamment Yoko, Unicorn et Martin Cosmetics, qui sont pour moi les marques les plus implantées en France, porter leurs fruits. Mais quoi qu'il arrive, il ne faudrait pas tomber dans le piège qui consisterait à ne voir les marques des influenceurs que par le prisme de la relation parasociale et du fanboyisme, bien qu'existant également. On assiste à la réussite de figures connues d'internet, à l'exportation au-delà. Et l'un des exemples les plus incongrus est sûrement encore une fois la pizza surgelée de MrV. Créateur de contenu, prescripteur de consommation, chef d'entreprise, les youtubeurs ont clairement pris la place des célébrités précédentes et on se demande bien où ils comptent s'arrêter. J'ai un élément de réponse, mais pour cela, je vous donne rendez-vous en septembre.